Ce cours est destiné aux élèves de 4e année maths et 4e année sciences expérimentales. Je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Donc, ce travail que nous allons faire aujourd'hui a été fait avec la collaboration de mon collègue, M. Khaled Bendoula, professeur au lycée pilote de Tunis, et sous la direction de M. Fawzi Hammemi, inspecteur général des sciences physiques. Bien, vous vous rappelez que dans l'autre séance, nous avons parlé de la stabilité du noyau d'une façon générale et de la stabilité du noyau. D'accord? Donc, on rappelle quand même que le noyau est une particule qui est constituée par des protons et des neutrons. Ces protons et ces neutrons sont donc associés ensemble par des forces nucléaires qu'on appelle donc communément une interaction forte. Donc, et nous avons dit par la suite que ces noyaux-là pouvaient être soit stables, soit instables. Pour connaître le degré d'instabilité des noyaux, donc, vous vous rappelez, nous avons parlé de l'énergie de liaison du noyau et nous avons surtout insisté sur l'énergie de liaison par nucléon. Parce que pour comparer les énergies de deux noyaux, il vaudrait mieux, et c'est plutôt beaucoup plus intéressant, de comparer les énergies de liaison par nucléon, étant donné que les noyaux n'ont pas tous la même grandeur. Il y a de petits noyaux dont le nombre de protons et de neutrons est assez petit, et il y a de assez grands noyaux où le nombre de protons et de neutrons, donc, il est assez grand. Donc, nous allons commencer tout d'abord par indiquer les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Donc, on va alors aujourd'hui essayer de justifier l'émission de rayonnement radioactif et on va voir de quoi il s'agit. Donc, on va parler de rayonnement radioactif et on va essayer de justifier l'origine de ces rayonnements-là. Puis, par la suite, on va essayer d'écrire les équations des réactions nucléaires spontanées, étant donné que notre chapitre aujourd'hui s'intéresse aux réactions qui sont spontanées. Puis, on va passer par la suite à l'application de la loi de désintégration radioactive pour les durées multiples de périodes. On va expliquer par la suite de quoi il s'agit. Et en fin de compte, nous allons essayer d'exprimer l'activité et de définir l'activité d'une substance radioactive, d'un échantillon d'une manière donc beaucoup plus précise. Et puis, on va donc essayer par la suite de faire quelques applications là-dessus. Donc, alors, avant de passer à la suite, je vous propose donc une vidéo assez intéressante qui va nous permettre de voir le principe de la désintégration et des réactions nucléaires. Donc, c'est une vidéo qui parle de la stabilité des noyaux. Donc, je vous propose, donc, on va la regarder ensemble. Univers. Il existe de nombreux éléments formés au cours de son histoire. Au sein de l'homme, hasard minuscule, se cachent des trésors, les briques essentielles qui ont permis l'émergence de la vie. À l'échelle du micromètre, on trouve les cellules qui contiennent elles-mêmes les macromolécules comme l'ADN. Ces longues molécules sont des assemblages de milliers d'atomes. L'atome, quant à lui, est si petit. Il est à la limite de l'imaginable. Pourtant, nous savons depuis 100 ans qu'au sein de cet atome se cache un objet encore 100 000 fois plus petit. C'est le noyau. Les noyaux sont composés de protons et de neutrons. Le plus simple d'entre eux ne contient qu'un seul proton. On l'appelle l'hydrogène. La répulsion entre particules de même charge, dite répulsion coulombienne, interdit la cohésion entre deux protons. Le seul noyau a deux constituants est le deutérium, l'autre isotope stable de l'hydrogène. Bien qu'il soit très rare, il contient un proton et un neutron liés par l'interaction forte. Cette force attractive permet de former de nombreux édifices stables, comme deux protons avec un ou deux neutrons. Ce sont les isotopes stables de l'hélium. On classe ces noyaux en fonction de leur nombre de protons et de neutrons. Il existe deux noyaux stables de carbone, contenant chacun 6 protons, mais un nombre de neutrons différent. Il y en a 6 pour le carbone 12 et 7 pour le carbone 13. On observe aussi 4 noyaux de fer ayant un nombre de constituants différents. Ce sont les isotopes stables du fer.
Il existe ainsi un peu moins de 300 noyaux stables dans la nature. Ils sont tous représentés sur cette carte, les plus lourds se situant au voisinage du plomb. S'ils ne ressentaient que l'interaction forte, les noyaux auraient le même nombre de protons et de neutrons. Mais la répulsion coulombienne pousse ces édifices à inclure plus de neutrons, déplaçant les noyaux stables du côté des noyaux riches en neutrons. Alors il existe d'autres noyaux, mais ils sont instables. On dit qu'ils sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent spontanément en une autre espèce. On estime qu'ils sont près d'une dizaine de milliers. Ceux qui sont représentés ici, sur cette carte, sont ceux que l'homme a pu synthétiser dans des accélérateurs. Les noyaux radioactifs peuvent se désintégrer de différentes façons. Pour certains, c'est la radioactivité bêta, associée à la transformation d'un seul nucléon. Pour d'autres, c'est la radioactivité alpha, dans laquelle une particule d'hélium 4 est émise. D'autres encore fissionnent spontanément. Le noyau se casse en 2 morceaux. La tendance d'un noyau à se désintégrer dépend de la cohésion des protons et des neutrons en son sein. L'importance de leur lien, qui est ici représenté verticalement, illustre la stabilité du noyau. Bienvenue dans la vallée de la stabilité creusée par une étrange rivière où tend à couler toute la matière de l'univers. Les désintégrations des noyaux instables apparaissent alors comme le plus court chemin pour rejoindre la stabilité. Sur le flanc à droite s'agrippent les noyaux trop riches en neutrons. En convertissant un neutron en proton, la radioactivité bêta est un processus très efficace pour redescendre de ces pentes escarpées. À chaque étape, l'espérance de vie du nouveau noyau formé augmente et le trop-plein d'énergie est évacué par un électron et un neutrino. La réorganisation du noyau peut aussi s'accompagner de lumière, l'émission de rayons gamma. En se déplaçant vers les noyaux très lourds, 2 autres processus permettent au noyau d'évoluer vers la stabilité. Le premier est la fission. Un noyau très lourd tel que le californium 252 peut se scinder spontanément en 2 fragments. Ces nouveaux noyaux produits sont beaucoup moins lourds, mais ils sont très riches en neutrons. Ils se placent donc sur le flanc droit de la vallée et ils vont évoluer vers la stabilité par une cascade de désintégration bêta. Le noyau de californium peut se séparer en 2 en produisant une grande variété de noyaux fils, mais en général, sont privilégiés la création d'un petit noyau et d'un gros. C'est le même phénomène qu'on observe lors de la fission des noyaux d'uranium dans les réacteurs nucléaires. Pour les noyaux lourds, l'autre moyen d'évoluer vers les noyaux stables est d'émettre 2 protons et 2 neutrons d'un coup, sous la forme d'un noyau d'hélium. C'est la radioactivité alpha. En partant d'un noyau d'uranium 238, il faut enchaîner plusieurs désintégrations pour atteindre un isotope stable du plomb. Et lorsque le parcours dévie trop de la ligne de stabilité, des désintégrations bêta s'intercalent entre 2 émissions de particules alpha. Au total, 13 noyaux intermédiaires sont formés avant d'atteindre la stabilité, le noyau de plomb 206. Ainsi, plus de 3000 noyaux ont été observés aujourd'hui. Certains sont très instables, mais l'extension prédite des frontières de tous les noyaux possibles, les limites de l'existence, qu'on appelle drip lines, montrent l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir. Bien, donc j'espère que vous avez donc apprécié ce qu'il y avait donc dans la vidéo, donc suite aux différentes explications donc de l'auteur. Puis maintenant, donc, on va commencer notre chapitre. Donc, on va aborder alors ici la première partie qui concerne un noyau qui va subir des désintégrations, des réactions nucléaires. Je rappelle que nous sommes toujours dans le noyau. Donc, alors, la première question qui se pose est la suivante. Pourquoi un noyau, il est radioactif?
actifs. Donc, voici quelques noyaux. Donc, vous avez ici, par exemple, le noyau de beryllium. Je vous rappelle que le symbole Be49 est écrit de la façon suivante. Donc là, vous avez le Z qui concerne le nombre de charges, le numéro atomique de l'élément chimique. L'élément chimique, c'est le beryllium. Et attention, là, on parle de noyau. Mais en fin de compte, le noyau est associé à un élément chimique, bien entendu. Donc ça, c'est le noyau de beryllium. Vous avez ici Z qui vaut 4, ça renseigne sur le nombre de charges. C'est le numéro atomique de l'atome. C'est aussi le nombre de protons dans le noyau. Vous savez très bien que dans le noyau, il y a aussi d'autres particules aussi intéressantes que les protons. Ce sont les neutrons. Pour chercher le nombre de neutrons, c'est assez simple. Vous vous rappelez que là, on a mis l'A. A, qui n'est autre que le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est quoi? C'est le nombre de protons et de neutrons. Alors, pour chercher le nombre de neutrons, il suffit de faire la différence entre le nombre de protons et de neutrons, le nombre de nucléons, moins, bien entendu, j'ai dit la différence, moins 4, ça fait, alors ici, 5 neutrons. Donc, le noyau de beryllium renferme 4 protons et 5 neutrons. Je prends un exemple dans le tas, le noyau de barium. Donc, vous avez ici 56. 56, c'est le nombre de protons. Et la différence entre 144 et 56, ça fait donc le nombre de neutrons. Bien entendu, donc, nous avons dit l'autre fois qu'il y avait des milliers de types de noyaux dans la nature. Certains noyaux sont naturels, donc on peut les rencontrer dans la nature, et d'autres noyaux sont artificiels. Cela veut dire artificiels, ce sont des noyaux plus ou moins donc obtenus au laboratoire, qui sont synthétisés au laboratoire, ou bien ce sont des noyaux qui n'existent même pas du tout, mais qui sont obtenus lors de transformation. Donc ce sont des noyaux intermédiaires qu'on peut rencontrer en passant d'un noyau à un autre noyau. Donc alors, je reprends, donc pourquoi un noyau est-il radioactif? Pourquoi il est capable d'émettre ou bien de faire de la radioactivité. Je passe. Alors, ce sont des rappels que nous avons déjà vus avant, donc j'essaie un peu donc, ici d'insister là-dessus, étant donné que ce sont des choses extrêmement importantes dans ce chapitre. Donc, à l'intérieur du noyau, il existe entre les nucléons, les protons et les neutrons, il existe entre les nucléons des forces d'interaction répulsives et attractives. Rappelez-vous, on en a parlé de ça. Dans le noyau, il y a des protons qui sont chargés positivement. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il y a entre les protons? Des forces répulsives, des forces électrostatiques, des forces coulombiennes, ou bien une interaction coulombienne qui pousse les protons à se disperser, à s'éloigner les uns des autres. Donc, et on a dit que plus ou moins le noyau, il est compact, donc il y a des protons et des neutrons. Donc, sûrement qu'il y a d'autres forces qui sont en train de vaincre ces forces, cette interaction coulombienne. Et ces forces-là, on les a appelées des forces nucléaires. Vous vous rappelez, donc, en troisième année que nous avons parlé de l'interaction forte. Ce sont des forces qui poussent les nucléons les uns vers les autres de façon à assurer la cohésion du noyau. Donc, le noyau, donc, il est compact. Bon, bien entendu, il peut être donc instable, mais du point de vue donc particules, ce noyau-là, il est compact. Donc, il y a des protons et des neutrons qui sont plus ou moins, allez, on va parler donc dans le tas on va dire qu'ils sont collés les uns aux autres. D'accord? Bien. Donc, on passe à la phrase suivante. Alors, si les forces répulsives, ce sont les forces d'interaction électrostatique entre protons. Bien sûr, les neutrons donc n'obéissent pas à ces forces-là, puisque les neutrons, ce sont des particules, comme leur nom l'indique, ce sont des particules électriquement neutres. Donc, si les forces répulsives sont supérieures aux forces attractives, les forces donc nucléaires, donc le noyau peut se casser, donc il devient instable. Et là, lorsqu'il devient instable, vous imaginez la suite, donc il va essayer de réagir pour évoluer vers un état soit stable, soit plus stable. Généralement, un noyau, lorsqu'il évolue, il évolue vers un état plus stable que le précédent. D'accord? L'essentiel, donc, un noyau, s'il réagit, c'est suite à un degré d'instabilité. D'accord? C'est suite, bien entendu, à un déséquilibre entre les forces, d'une part les forces coulombiennes et d'autre part les forces nucléaires. Puis, alors, lorsqu'un noyau est instable,
il se désintègre en émettant d'autres particules. Là, je passe à la radioactivité. J'essaie de commencer avec la notion de radioactivité. Donc, j'ai dit alors ici que lorsqu'un noyau est instable, il se désintègre en émettant d'autres particules. On va expliquer quelles sont ces particules-là, on va les voir en détail. D'autres particules plus petites que le noyau, et ça se comprend. Alors, et un rayonnement gamma. Essayons donc tout d'abord d'expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement gamma? Vous connaissez la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est une onde qui est caractérisée par sa longueur d'onde et sa fréquence, ça c'est sûr, dans un milieu donné, bien entendu. Alors, la lumière est une onde électromagnétique. Elle est obtenue, je ne vais pas m'attarder là-dessus, elle est obtenue suite à la superposition de deux champs magnétiques, un champ magnétique et un champ électrique. Donc, vous prenez deux champs, l'un électrique, l'autre magnétique. Lorsqu'ils se superposent les deux et ils sont perpendiculaires, ça donne une onde qui est capable de se propager soit dans le vide, soit dans la matière. D'accord? Le rayonnement gamma qui est obtenu à partir de la désintégration des noyaux, c'est un rayonnement qui ressemble à la lumière, sauf que c'est un rayonnement qui n'est pas visible. Tout comme, par exemple, les rayonnements X, tout comme les rayonnements ultraviolets, ils ne sont pas visibles. Tout comme les rayonnements infrarouges, ils ne sont pas visibles eux aussi. Vous savez très bien que la lumière, c'est un domaine assez donc, restreint, assez limité de couleurs qu'on peut voir. Les autres couleurs, on ne peut pas les voir, si on peut appeler ça par des couleurs. Donc l'essentiel. Les ondes, alors ici, le rayonnement gamma est constitué par une onde électromagnétique qui est très éloignée de la lumière. Donc c'est un rayonnement qui n'est pas visible, mais malheureusement, c'est un rayonnement qui est extrêmement dangereux. La lumière, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle n'a pas un pouvoir de pénétration à travers la matière. Par contre, les rayonnements gamma, ces rayonnements-là, on va les revoir tout à l'heure, donc ils ont un pouvoir de pénétration assez élevé. Et c'est ça le danger de la radioactivité. La radioactivité, alors, on a dit ici que lorsqu'un noyau il est instable, il se désintègre en émettant d'autres particules plus petites et un rayonnement gamma. On va faire un schéma par la suite. Un rayonnement gamma est une onde électromagnétique comme la lumière, mais beaucoup plus énergétique. Pardon. Le rayonnement gamma est beaucoup plus énergétique que la lumière. La lumière est beaucoup moins énergétique. D'accord? Alors, ce phénomène est appelé la radioactivité. Le phénomène de l'émission de particules à partir d'un noyau radioactif est appelé la radioactivité. Il s'agit d'une réaction nucléaire qui touche le noyau et elle est essentiellement spontanée. Attention, la radioactivité, ça concerne des réactions nucléaires qui se produisent spontanément, sans un apport extérieur, sans l'intervention de l'extérieur. Ce sont des noyaux qui ont un degré d'instabilité assez avancé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont essayer de se stabiliser davantage. Donc, ils vont réagir spontanément et tout seuls. Donc, ce phénomène-là s'appelle la radioactivité. D'accord? Bien. On va faire un petit schéma là-dessus par la suite. Alors, une toute petite remarque, la radioactivité, elle a été découverte par Pierre et Marie Curie. Tous les deux, donc ils ont reçu le prix Nobel de physique en 1903 suite à leurs travaux faits sur la radioactivité. Ils ont obtenu le prix Nobel là-dessus. Bien. Alors, essayons de revoir la cohésion du noyau. Donc, la cohésion du noyau est assurée par l'interaction forte entre les nucléons, laquelle s'oppose à la répulsion électrique entre les protons. Répulsion suite aux charges portées par les protons. Les protons, ils sont tous chargés positivement, ils se repoussent. Alors, la cohésion du noyau est assurée par l'interaction forte entre les nucléons. Cette interaction s'oppose à la répulsion électrique entre les protons, permettant ainsi la stabilité de nombreux nucléides. Donc, dans la nature, il y a des nucléides qui sont des noyaux, des nucléides qui sont assez stables, étant donné que les forces de répulsion électrostatique et les forces d'attraction nucléaire sont assez proches, de valeurs assez proches. Donc, dans ces conditions-là, ce sont des noyaux qui sont stables et un noyau qui est stable. Donc, ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, c'est un noyau qui n'a pas tendance à évoluer. Donc, il va rester tel qu'il est, puisqu'il est tout simplement stable. Quand cette cohésion n'est plus assurée, lorsque les forces n'ont pas les mêmes ordres de grandeur, les forces nucléaires et les forces électrostatiques, dans ces conditions-là, des noyaux deviennent instables.
Et attention, on va s'attendre à des réactions nucléaires multiples. Alors, dans la nature, il y a à peu près 270 types de noyaux. Attention, nous avons dit l'autre fois qu'il y avait une centaine d'éléments chimiques. Hydrogène, carbone, chlore, azote, oxygène, magnésium, uranium, et ainsi de suite. Il y a une centaine d'éléments chimiques. Mais il y a des milliers de types de noyaux de nucléides. Pourquoi? Parce que nous avons dit alors que certains éléments chimiques, comme l'hydrogène d'ailleurs, ils possèdent plusieurs isotopes. Entre autres, nous connaissons 3 types d'isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène H1,1, l'hydrogène H1,2 et le tritium, l'hydrogène H1,3. Donc, on a dit alors ici qu'il y avait dans la nature à peu près 270 nucléides stables. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils réagissent. 70 nucléides instables. En plus, instables, donc qui sont naturels, attention. En plus, il y a 1000 et encore, donc un peu plus que 1000, des nucléides instables qui ont été produits artificiellement. Tout à l'heure, j'ai parlé de noyaux artificiels et de noyaux naturels. Alors, voici donc tout d'abord la radioactivité qui accompagne, donc le premier cas, la radioactivité qui accompagne la désintégration spontanée. La désintégration spontanée. Donc, c'est la radioactivité, donc bien entendu. Mais dans la radioactivité spontanée, il y a 2 types de réactions. Il y a des réactions qui concernent les noyaux qui sont naturels. Il y a celles qui concernent les noyaux qui sont artificiels. Commençons par le début. Alors, la radioactivité est naturelle, celle qui est obtenue à partir de noyaux qui sont donc présents dans la nature, qui sont naturels. Donc, avec une petite illustration, vous remarquez là qu'il s'agit donc d'un noyau où il y a uniquement des protons et des neutrons, et ça on le sait. Et à un moment donné, ce noyau-là, c'est un phénomène donc, aléatoire et imprévisible, ça vous le savez déjà. Donc à un moment donné, ce noyau-là, il va se désintégrer, il va subir une propre dissociation, il va émettre des particules. Eh bien, quel type de particules il peut émettre? Il peut émettre soit une particule alpha, et là on va l'appeler un rayonnement alpha, donc ça concerne le noyau d'hélium, on va expliquer tout doucement tout à l'heure. Puis, c'est possible que le noyau qui est radioactif, qui est instable, il puisse émettre donc des électrons, et là on appelle un tel rayonnement un rayonnement bêta-, et dans la totalité des cas, suite à une émission alpha ou bien suite à une émission bêta-, ou bien même suite aux émissions des deux ensemble, c'est très possible. On a toujours alors ici un rayonnement gamma. Rappelez-vous, j'ai dit ici que le rayonnement gamma, c'est de la lumière invisible, donc alors qui se propage sous forme d'une onde, vous connaissez les ondes, donc elle est caractérisée. Donc, ce rayonnement-là, il est caractérisé par une longueur d'onde. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est célérité multipliée par période ou bien célérité divisée par la fréquence. Donc, généralement, on peut soit associer à ce rayonnement-là sa longueur d'onde ou bien sa fréquence. Ça caractérise le type de rayonnement qui est un rayonnement obtenu spécialement à partir de la radioactivité. Ça ne ressemble pas à autre chose. Bien entendu, donc, on va essayer d'étudier ces désintégrations nucléaires, ces émissions nucléaires petit à petit. D'accord? Donc, cas par cas. Bien, commençons alors ici par la radioactivité alpha. Rappelez-vous qu'un noyau, il peut émettre une particule alpha. Donc, je vais expliquer de quoi il s'agit avant, puis on va donc essayer de revoir le texte. Donc, qu'est-ce que c'est que la radioactivité alpha? Donc, on va faire un petit schéma ensemble. Donc, vous avez alors ici un noyau. Ce noyau-là, alors ici, il est constitué par des protons qui sont chargés positivement et qui sont répartis sur tout le noyau. Donc, il y a un certain nombre de protons. Bien entendu, je rappelle que le nombre de protons est caractérisé par son Z, c'est le numéro atomique. Z, il caractérise le nombre de protons, c'est le numéro de l'atome dans la classification des éléments chimiques. Bien entendu, à part les protons, il y a les autres particules, les neutrons.
comme leur nom l'indique, les neutrons donc, sont des particules électriquement neutres. Elles ne sont pas chargées. Mais je vous rappelle que ce sont des particules qui ont pratiquement la même masse que les protons. Donc voici quelques neutrons, je les représente avec des symboles assez simples, des cercles par exemple, qui sont représentés de la façon suivante. Alors voici mon noyau X, Z, A. X, alors ici, c'est le symbole de l'élément chimique, Z, c'est le nombre de protons, et A, c'est le nombre de nucléons, protons et neutrons. Alors, ce noyau-là, supposons que c'est un noyau qui est instable, donc forcément, donc, il va essayer de réagir. Je répète, c'est de la radioactivité, là, hein? Donc c'est forcément une désintégration spontanée qui se fait toute seule. Alors, qu'est-ce qui se produit alors ici dans le cas de la désintégration de la radioactivité alpha? Eh bien, tellement qu'il est instable ce noyau-là, tellement qu'il y a beaucoup de protons et de neutrons, et ce sont donc ces nombres-là de protons et de neutrons qui assurent l'instabilité du noyau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le noyau? Il va alors ici laisser échapper une fraction de noyau. Cette fraction de noyau sera constituée par ceci. Donc, une fraction du noyau va partir du noyau. Cette fraction-là, regardez bien qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient 2 protons et 2 neutrons. Tout ce bloc-là, il va partir du noyau. Donc, alors, on va avoir le schéma suivant. Attention, c'est une simple représentation. Hein. Qu'est-ce qui va rester de ce noyau-là? Donc, il va rester juste, il va manquer la partie qui est partie. La partie qui est partie, donc vers l'avant, on va la représenter. Donc là, vous avez donc le noyau XZA. Là, il va y avoir un autre noyau. Bon, je vais supposer qu'il va appartenir à un autre élément chimique. Il va avoir un nombre de charges, un nombre de protons Z' et un nombre de masses A'. Donc, vous avez alors ici les protons et les neutrons qui restent dans la partie obtenue à partir du noyau. Et, bien entendu, nous avons dit ici qu'il y a un fragment de noyau qui est parti. Cette partie-là, elle comporte 2 protons et 2 neutrons. Apparemment, cette partie-là n'est autre que le noyau d'hélium. Pourquoi le noyau d'hélium? Parce que le noyau d'hélium, il comporte 2 protons, ça on le sait, donc 2. Et puisqu'il y a 4 nucléons en tout, ça fait 4. Cette particule-là va être émise avec une certaine vitesse. Eh bien, c'est ça la radioactivité alpha. Donc là, on va l'appeler le noyau pair, c'est celui qui subit la désintégration, la radioactivité. Ça, c'est le noyau obtenu, on va le noter comme étant le noyau fils. Rappelez-vous, c'est comme en chimie, solution mère à partir de laquelle on prépare une solution phi par dilution. Là, c'est plutôt un noyau pair qui, suite à une transformation spontanée, donne un noyau fils qui n'a plus la même constitution. C'est une différence de particules, bien entendu. Apparemment, vous devez être capable, dès le départ, d'imaginer que ce noyau-là, il va avoir 2 protons en moins et 2 neutrons en moins, puisque les 2 protons et les 2 neutrons sont partis, et c'est ça la particule que nous avons dit tout à l'heure, que nous avons appelée par particule émise. Donc, ce type de rayonnement-là s'appelle un rayonnement alpha. Donc, le rayonnement alpha, ou bien la désintégration alpha, c'est le fait à ce que le noyau donne à sa place un noyau fils. Ce noyau-là, il peut être bien entendu stable comme il peut être instable. Et s'il est instable, il va lui-même donc réagir. Et il va y avoir émission d'une particule avec une certaine vitesse assez grande quand même, donc en fin de compte avec une certaine énergie cinétique. Voici le schéma global de la désintégration alpha. Nous allons reprendre tout cela et nous allons essayer par la suite d'expliquer donc tout doucement avec les équations. C'est bien sûr le terme nucléaire spontanée. Spontanée, elle se fait toute seule, sans un apport extérieur, et c'est une réaction nucléaire puisqu'elle touche le noyau. Donc, si un jour ou l'autre, on vous demande, par exemple, on vous donne une équation qu'on va donc essayer d'écrire maintenant, et on vous dit quelles sont les propriétés d'une telle réaction, vous dites qu'il s'agit d'une réaction, bien entendu, nucléaire qui touche le noyau, ce n'est pas une réaction chimique, et bien entendu, elle est spontanée. Et vous devez, bien entendu, indiquer le mode de désintégration. Là, nous sommes en présence d'un mode de désintégration
désintégration de type alpha. Qu'est-ce que c'est que le mode alpha? C'est le fait d'avoir la particule noyau d'hélium He2 4. Donc, alors, il s'agit d'une réaction spontanée au cours de laquelle un noyau pair se désintègre pour donner un noyau fils, on l'a expliqué, plus stable. Et une particule alpha qui n'est autre que le noyau d'hélium. Donc, cette explication-là, ce passage-là, se traduit par une équation. Voici l'équation de la réaction qu'on va essayer d'écrire. Donc là, vous avez le noyau pair, à savoir XZA. Je n'ajoute rien du tout ici. Donc, ça va donner spontanément un nouveau noyau et la particule alpha qui est connue. Vous allez me dire la chose suivante. Bien entendu, le noyau pair, on le connaît d'avance. On connaît le noyau qui va subir la radioactivité. Vous allez me dire comment on peut reconnaître le noyau fils. Eh bien, comme d'habitude, on va écrire les lois de conservation. Et on en a parlé l'autre fois, les lois de conservation donc, sont en nombre de 3 pour le moment. Donc, il va y avoir conservation du nombre de charges Z. Donc, il doit y avoir donc, égalité entre Z de départ et Z à la fin. Puis, il va y avoir conservation du nombre de masse A et conservation donc, de l'énergie. On verra donc l'énergie plus tard. Donc, alors, pour chercher donc, ici la composition du nouveau noyau appelé noyau fils, donc on va écrire les lois de conservation. Alors, A' et Z', les grandeurs qui caractérisent le noyau fils. Hein. A' et Z' sont reliés à A et Z par des règles de conservation du nombre de nucléons A et de la charge électrique Z. Donc, on peut écrire ici que Z à gauche, noyau pair, est égal à somme des Z à droite, fils plus particule émise. Donc, ça nous donne Z égale à Z' plus 2, ce qui permet d'écrire que Z' égale à quoi? C'est Z moins 2. Alors, voici l'expression de Z'. De la même, donc, on va essayer de chercher l'A'. Pour cela, donc, on écrit la conservation de A. Nous pouvons écrire que le nombre de masses qui se trouve à gauche doit être égal à la somme des nombres des masses des deux particules qui sont écrites à droite. Ce qui nous permet d'écrire ici que A est égal à A' plus 4. Et donc, ça nous permet d'avoir A' est égal à A moins 4. Juste une petite remarque avant de passer à la suite. Étant donné que le numéro atomique du nouveau noyau elle est égal à Z moins 2, vous imaginez bien qu'on ne retrouve plus l'élément chimique. Si vous avez ici un certain élément chimique, l'élément chimique X n'est plus conservé puisqu'il n'y a plus le même nombre de charges. Bien entendu, tout le noyau, donc, il va être donc transformé là. Hein. Donc, on va essayer donc d'écrire l'équation définitive qui accompagne cette transformation. Eh ben, donc, l'équation est la suivante. Donc, là, vous avez le noyau pair donc, de composition ZA qui va donner le noyau fils. Donc, le nombre de charges, il est diminué de 2 et le nombre de masse, il est diminué de 4. Donc, ça fait A moins 4, le nombre de masse qui n'est autre que le nombre de nucléons, plus, bien entendu, la particule alpha. Donc, nous allons maintenant passer à un exemple assez particulier dans lequel on va donc essayer de voir un exemple de réaction de désintégration alpha. Je prends donc un exemple de noyau assez particulier, le noyau de radium. Bien entendu, j'ai oublié de vous dire que cette radioactivité-là est une radioactivité qui généralement concerne les noyaux qui sont lourds. Quels sont les noyaux qui sont lourds? Eh bien, tout simplement, ce sont les noyaux qui ont un nombre de charges Z assez grand. Assez grand, donc qui dépasse 80, quelque chose comme ça. Justement, alors voici un noyau qui est assez lourd, c'est le noyau de radium. Donc, il y a 88 protons et 226 nucléons. Ce noyau-là, alors ici, va subir la désintégration alpha, donc il va donner un noyau fils. On va chercher donc la composition du nouveau noyau. Alors, puisque donc là, on a Z' qui est égal à Z moins 2, donc le nombre de charges, c'est 88 ôté de 2, ça fait 86. Donc, l'élément qui possède donc un Z qui est égal à 86, l'élément qui est classé 86e dans le tableau de classification périodique, c'est autre que le noyau de radon. Le symbole du radon, c'est Rn. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer le type de noyau. Bien entendu, en ce qui concerne maintenant A,
Donc là, vous avez 226, donc on doit donc enlever 4. Bien sûr, il y a 4 particules qui sont parties, 4 nucléons. Ben, qu'est-ce qui reste? Il reste 222. 222, ça ne caractérise pas le radon. Hein. Ça ne caractérise pas le radon. Le radon est essentiellement caractérisé par son Z, et c'est tout. Alors, vous avez la particule alpha qui est émise avec une certaine vitesse. La particule alpha n'est autre que le noyau d'hélium. Je mets en relief la transformation. Donc, voici la transformation qui nous intéresse, d'accord? On peut, si vous voulez ici, écrire l'équation de la réaction correspondante. Donc là, qu'est-ce que nous avons à gauche? Nous avons le noyau de radium 88 226. Ça doit donner sans aucun apport extérieur. Le noyau de radon, bien entendu, donc Z va diminuer de 2, ça nous fait 86. A va diminuer de 4, donc ça nous fait 222. Plus, bien entendu, la particule alpha qui n'est autre que le noyau d'hélium. Vous vous rappelez que l'hélium est classé numéro 2 dans la classification périodique. Donc il y a l'hydrogène, puis l'hélium numéro 2. Donc il y a dans l'hélium 2 protons et, bien entendu, par loi de conservation, ça fait 4. Voici l'écriture de la loi de conservation, des lois de conservation et en fin de compte l'écriture de l'équation de la réaction qui met en jeu donc la désintégration de type alpha. Bien, on passe maintenant au deuxième mode de désintégration, la désintégration de type bêta-. C'est quoi le bêta-? Tout simplement, c'est le fait d'avoir, au lieu d'avoir une particule émise qui est le noyau d'hélium, vous vous rappelez tout à l'heure, donc au cours de la désintégration alpha, il y avait émission d'un noyau d'hélium. Là, plutôt, on va avoir émission d'un électron. Je comprends bien que vous allez me dire la chose suivante. Vous allez donc me dire que d'où provient l'électron, puisqu'on parle de noyau. Et dans le noyau, il y a des protons et des neutrons uniquement. Eh bien, on va voir ensemble que l'électron, c'est vrai qu'il provient du noyau, mais à partir d'une certaine transformation, parce que dans le noyau, il n'y a pas d'électrons. Alors, je reviens. Je dis alors ici que la radioactivité bêta- est une radioactivité qui permet d'avoir un électron qui est émis. Hein. Donc, alors, il s'agit d'une réaction toujours nucléaire et spontanée, comme pour la radioactivité alpha, au cours de laquelle un noyau père se désintègre pour donner un noyau fils plus stable comme d'habitude, et une particule bêta- qui va être émise avec une assez grande vitesse. Donc, l'explication ou bien l'équation qui va traduire cette réaction sera la suivante. Donc, vous avez toujours le noyau père XZA qui subit une transformation spontanée, donc vous n'ajoutez rien du tout. Vous voyez très bien que j'insiste là-dessus. Hein, pour donner un nouveau noyau. Ça peut être donc un élément chimique qui est autre. Ce n'est plus l'élément X, j'ai dit que ça peut être. Hein. Et pour Z' et A', donc on va essayer de chercher tout à l'heure. Bien entendu, j'ai dit ici qu'au cours de cette désintégration-là, il y a émission d'une particule bêta-. C'est l'électron. Et l'électron, je vous rappelle que son symbole, c'est -1, puisqu'il y a une charge opposée à celle du proton, une charge négative. Et dans l'électron, il n'y a pas de nucléon, ni proton, ni neutron, donc ça nous fait 0. Donc on a vu ces symboles-là dans la séance précédente. Bien, alors, pour chercher alors ici le nouveau noyau, le noyau fils comme d'habitude, nous avons toujours les lois de conservation. Conservation de Z et conservation de A, conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. Ça va nous permettre d'écrire, alors à la suite, A' et Z' sont reliés à A et Z par les règles de conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique, ce qui nous permet d'écrire que A est égal à A' plus 0. Donc, A' est égal à A tout simplement. Donc, nous conservons le nombre de masses. Et pour la conservation de Z, nous avons Z égal à Z' moins 1. Donc, Z égal à Z' moins 1, ce qui nous permet de chercher Z' qui est égal à Z plus 1. Z' égal à Z plus 1 avec un nouveau nombre de charges. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va s'agir non pas d'un noyau nouveau, d'un noyau autre, mais plutôt même d'un élément chimique qui est autre, étant donné que l'élément chimique est caractérisé par son Z. Donc, puisque le Z, il a changé, donc il ne s'agit plus du même élément chimique. Donc, alors, voici l'équation de la réaction généralisée qui permet de traduire donc la désintégration bêta-. Je vous laisse donc visualiser l'équation avec détail.
Bien. Donc, voici un exemple de désintégration bêta-. Donc, on va prendre un noyau assez particulier, donc le noyau de plomb, qui est classé numéro 82. Classé numéro 82, donc forcément, il possède 82 protons, et donc automatiquement non, bien sûr, mais il contient 212 nucléons. Vous devez être capable de chercher le nombre de neutrons, ça fait la différence. Donc, 112 plus 18, je pense que ça fait 130. Quelque chose comme ça. Bien, donc le plomb, alors ici, il est radioactif bêta-. Donc, qu'est-ce qu'il va faire alors ici? Il va libérer l'électron. Donc, c'est un électron là. On a dit que la radioactivité bêta-, c'est le fait à ce que le noyau, il libère un électron. Donc, c'est le mode de désintégration bêta-. Et à la place de ce noyau-là, il va y avoir un nouveau noyau, c'est le noyau fils. Donc, pour déterminer, juste une petite approche, pour déterminer alors ici la composition Z et A' de ce nouveau noyau, il suffit d'écrire les lois de conservation. Alors ici, vous avez 82, et là, vous devez avoir un nombre qui est égal à plus 1. Donc, 82 plus 1, ça fait combien? Ça fait 83. Là, on reconnaît l'élément bismuth, Bi. Et donc, automatiquement, l'A doit être conservé. Donc, si vous avez ici 212, donc on retient ici 212. Donc, je mets en relief donc l'illustration. Donc, voici le mode de désintégration bêta-. Bien entendu, parfois on peut vous demander la chose suivante. Parfois on vous donne le noyau père et on vous donne aussi le noyau fils et on vous demande de déterminer le mode de désintégration. C'est comme d'habitude, donc il faut toujours écrire les lois de conservation, conservation de Z et conservation de A, mais dans ces conditions-là, vous devez connaître le noyau père et le noyau fils. Donc vous pouvez par la suite déterminer la particule émise, la nature de la particule émise et reconnaître le mode de désintégration considéré. Bien. Donc, ça, c'était la désintégration bêta-. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la désintégration bêta-, c'est le fait à ce qu'un noyau, il libère un électron. Or, on sait ensemble que le noyau, il ne contient pas d'électrons. Donc, alors, comment peut-on expliquer l'émission de cet électron à partir du noyau? À partir du noyau. Donc, nous avons une toute petite idée là-dessus. Alors, regardez bien ce qui se passe. On va tout d'abord lire donc le petit texte là-dessus. Donc, la désintégration bêta- se produit pour des nucléides instables. Bien entendu, ça c'est classique. Tous les noyaux instables vont subir des transformations, par exemple bêta-. Ce sont des noyaux instables qui normalement sont très riches en neutrons. Donc, le nombre de neutrons, il est assez grand. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le noyau là? Donc, il va se débarrasser de quelques neutrons. Nous avons dit que la stabilité du noyau est due à un nombre de neutrons assez grand. Donc, le noyau va essayer de se débarrasser d'un neutron. Lorsqu'il se débarrasse d'un neutron, donc, si on essaie de regarder l'équation de tout à l'heure, donc je reviens à l'équation, ça explique mieux. Regardez bien. Donc, en ce qui concerne le nombre de protons, on est passé à un nombre de protons plus grand de 1. Donc, le nombre de protons, il a augmenté. Ça, on ne l'a pas remarqué tout à l'heure. Alors, étant donné que le nombre de protons, il augmente de 1, et le nombre de masses, il reste le même, il reste constant, forcément, le nombre de neutrons, il diminue de 1. Donc, c'est comme si, dans cette transformation-là, un neutron, un parmi les neutrons qui sont présents dans le noyau père, il va se transformer spontanément, il va devenir un proton. Alors, l'explication, alors maintenant, est la suivante. Nous avons dit qu'un neutron, dont le symbole c'est N01, va donner un proton. P11, on a vu le symbole. Si on essaie d'écrire l'équation correspondante à cette petite transformation, alors le neutron, alors ici, va donner un proton. Comme d'habitude, on va essayer d'appliquer les lois de conservation de Z et de A. La conservation de Z dit que 0 est égal à 1 plus moins 1. Donc 1 plus moins 1, ça fait 0. Moins 1, ça me rappelle quelque chose. Ce sont les électrons qui portent des charges de Z égale à moins 1. Et en écrivant la loi de conservation de A, nous avons 1 égale à 1 plus combien? Plus 0. Donc, on est capable d'identifier la particule émise. Donc, la particule émise, avec Z égale à moins 1, A égale à 0, n'est autre qu'un électron. Donc, en fin de compte, l'électron, c'est vrai qu'il provient du noyau, mais il n'était pas présent dans le noyau. Donc, d'où provient l'électron alors? On récapitule, il provient de la transformation d'un neutron en un proton, et la différence donc donne des électrons. Donc, la radioactivité bêta-,
si j'essaie de résumer, c'est une désintégration alors ici qui touche un noyau instable, au cours de cette désintégration, il y a un neutron qui est en plus, le nombre de neutrons est assez élevé, on a dit, il y a un neutron qui est en plus, qui donc va changer il va donc devenir tout simplement un proton, comme c'est indiqué ici. Donc la différence entre les deux particules-là, c'est l'électron. C'est pour cela, alors ici, qu'on dit qu'il s'agit d'une désintégration β- où il y a émission d'un électron. Alors, je passe maintenant au troisième mode de désintégration, toujours naturelle. On est en train, je rappelle, de parler de désintégration naturelle, donc les éléments qui réagissent spontanément, ça c'est sûr, mais qui sont naturels. Donc nous avons parlé du mode alpha, nous avons parlé du mode β-, maintenant on va parler du mode gamma, si on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que c'est que le mode gamma? L'émission gamma est une émission de rayonnement électromagnétique de très courte longueur d'onde. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la longueur d'onde est estimée à 10 puissance moins 10 mètres. Je vous rappelle que pour la lumière, quand même, la longueur d'onde est de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres du micromètre. Donc, la lumière visible est comprise entre 0,4 micromètres et 0,8 micromètres, allant du violet vers le rouge. Donc là, vous remarquez bien que la longueur d'onde est beaucoup plus petite que celle des radiations lumineuses visibles. C'est pour cela que le rayonnement gamma est invisible. Tout cela, donc ici, on va le retenir, mais ce qui nous retient donc le plus, c'est que comment on peut expliquer la transformation gamma. Alors, cette lumière-là, et on va le voir donc dans le prochain chapitre concernant les spectres atomiques. Dans le cas du chapitre spectre atomique, nous allons parler de photons. Alors, qu'est-ce que c'est que le photon? C'est une définition qui a été donnée par Einstein. Donc, Einstein a dit la chose suivante, c'est que la lumière, bien sûr, ça vous le savez très bien, qu'elle peut avoir soit une nature ondulatoire, elle peut se comporter comme une onde, et plutôt Einstein a dit que la lumière, donc, elle avait une autre possibilité de comportement, elle pouvait se comporter comme des particules, bien sûr, par la suite. Donc, tous les physiciens se sont accordés à dire qu'il y a une dualité entre la nature ondulatoire et la nature corpusculaire. Cela veut dire quoi, donc, dualité? Ça veut dire que la lumière peut être expliqué soit en considérant qu'il s'agissait d'une onde, soit qu'il s'agit d'un déplacement de particules. Ben justement, ces particules-là, on va les appeler, ou bien Einstein les a appelées des photons. Qu'est-ce qu'elles ont de particularité? Donc, ce sont des particules très particulières, très remarquables. Ce sont des particules qui n'ont pas de masse. Bon, vous allez me dire, donc, si la particule n'a pas de masse, alors comment on peut dire qu'il s'agit d'une particule? Ben oui, c'est une particule purement énergétique. Et c'est une particule qui n'est pas chargée. Donc, elle n'est ni chargée positivement, ni chargée négativement. Et si elle existe, cette particule-là, elle va avoir toujours la même vitesse, j'ai bien dit particule, hein, ou bien célérité, ce qu'on voulait, donc la même vitesse qui est égale, bien sûr, donc à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et c'est la vitesse de la lumière. Donc, en fin de compte, la désintégration gamma concerne donc l'émission d'un photon, ou bien de plusieurs photons. Alors, d'un photon, qu'est-ce qu'il a de particulier, le photon? C'est une particule purement énergétique. Elle n'a pas de masse et elle n'a pas de charge. Contrairement aux autres modes de tout à l'heure, le mode alpha et mode β-. Donc, je récapitule, l'émission gamma est une émission de rayonnement électromagnétique de très courte longueur d'onde, inférieure à 10 puissance moins 11 mètres. Les photons gamma qui constituent ces rayonnements ont des énergies très élevées et dont la valeur peut être plus grande que 100 kilo-électronvolts. Je vous rappelle que l'électronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Bien, à la suite, bon, quand est-ce qu'on obtient le mode de désintégration gamma, qu'on vient donc de citer maintenant? Eh bien, c'est une désintégration qui apparaît suite à la désintégration alpha, ou bien suite à la désintégration β-, parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a un mode alpha ou bien un mode β-, donc le noyau fils qui est obtenu, il est toujours obtenu à l'état d'un noyau excité. Alors, donc, pour se désexciter, pour avoir donc le maximum de stabilité, bien entendu, qu'est-ce qu'il va faire le noyau? Donc, il va se désexciter, revenir à son état fondamental et libérer le rayonnement gamma. Donc, la désintégration gamma, celle-là, donc, elle provient suite à une désintégration alpha ou bien β-, β+, on va l'expliquer tout à l'heure, alpha, β- ou β+. Le noyau fils est émis dans un état excité
il retrouve son état fondamental en émettant un ou plusieurs photons de haute énergie. Un photon n'a ni charge électrique ni masse, et il est caractérisé par Z égale à 0, il n'a pas de charge, et A égale à 0 puisqu'il ne contient pas de nucléon. Alors le photon est noté par gamma 0, 0, puisque Z égale à 0, A égale à 0. Alors voici l'équation de la transformation. Vous êtes d'accord avec moi que Z, il va être conservé pour le noyau père et le noyau fils. Donc s'il va être conservé, donc on va conserver l'élément chimique. Et automatiquement, puisque le photon ne contient pas de nucléon, il n'a pas de nucléon ici, donc on va conserver le A. Donc en fin de compte, non pas seulement qu'on va conserver donc l'élément chimique, on va plutôt conserver le noyau. On va avoir le même nucléide. Pour faire la distinction entre nucléide de départ et nucléide à la fin, donc on met ici un astérix, une étoile, qui montre que le noyau XZA au début, il est instable. Donc suite à cette instabilité, le noyau, donc, il va se désexciter pour évoluer vers un état plus stable en émettant le rayonnement gamma. Donc, le rayonnement gamma provient en fin de compte suite à une désexcitation, suite à un mode alpha bêta moins, ou bien bêta plus qu'on va voir tout à l'heure. Alors, voici un exemple de radioactivité alpha, dans laquelle, donc ça on l'a vu tout à l'heure, bien entendu, dans laquelle on va expliquer, non pas alpha on l'a vu, mais plutôt le rayonnement gamma. Donc, voici donc ce qui va se produire. Donc, le noyau de radium, vous vous rappelez qu'on l'a tout à l'heure utilisé. Donc, son Z, c'est 88, son nombre de masse, c'est 226. Donc, il va émettre la particule alpha, ça on le sait. Donc, il va donner le noyau fils radon 86-222. Ce noyau de radon, la plupart du temps, c'est un noyau, donc les noyaux fils, la plupart du temps, sont des noyaux qui sont instables. Donc, ils sont dans des états excités. Ils vont se désexciter pour revenir à un état fondamental, généralement, en émettant le gamma, ça on l'a dit. Voici alors ici la représentation caractéristique. Donc, le noyau fils de radon, là, le noyau fils de radon, il va à la suite émettre un rayonnement gamma. Donc, au début, le noyau de radium père, il a émis une particule alpha, il a donné le noyau fils radon. Le noyau de radon, lui aussi, donc ici, il est radioactif, donc il va émettre un rayonnement gamma. Donc, en fin de compte, alors lors d'une désintégration alpha, généralement, donc il y a la particule émise et le rayonnement gamma. Bien, maintenant, alors ici, dernier mode de désintégration, la désintégration bêta+. Radioactivité, donc bêta+, qui concerne donc les noyaux qui sont artificiels. Donc, le bêta+, c'est une particule qui n'est autre que le positron. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, l'autre séance. Nous avons parlé des positrons, ou bien des positons, qui sont des particules extrêmement semblables aux électrons. Ils sont semblables du point de vue quoi? Les électrons, donc, et les positrons ont la même masse. Et l'électron, ça vous le savez, donc, il possède une charge qui est égale à moins la charge élémentaire, moins E. Les positrons, donc, ils possèdent une charge élémentaire plus E. Donc, alors, il s'agit d'une réaction nucléaire spontanée obtenue artificiellement au laboratoire. Donc, nous avons parlé du phénomène artificiel. Hein. Le noyau père se désintègre pour donner un noyau fils plus stable et une particule bêta+. Cette particule bêta+ n'est autre que le positron ou bien le positon. Donc, on passe alors ici à l'équation de la réaction. Pour trouver l'équation de la réaction, il faut, comme d'habitude, écrire les lois de conservation. Donc, tout d'abord, une première approche de l'équation. Vous avez un noyau qui va subir le mode bêta+, donc désintégration spontanée. Donc, il va donner un nouveau noyau. Peut-être bien l'élément chimique sera le même ou bien il sera différent. Donc, un nouveau noyau plus le positron, E1, 0. Alors, on va écrire les lois de conservation, c'est comme pour tout à l'heure. Donc, nous avons ici Z égale à Z' plus 1, donc forcément Z' égale à Z moins 1, loi de conservation. Une. Deuxième loi de conservation, la conservation de A. Donc, alors, nous avons A pour le noyau père égale à A' plus 0. Donc, nous pouvons écrire ici que A' est égal à A. A' est égal à A. Donc, les deux noyaux sont des noyaux isobars, donc ils ont le même nombre de nucléons. Bien entendu, puisqu'il s'agit donc d'un élément chimique dont le Z' n'est plus égal à Z, donc l'élément chimique n'est pas le même. C'est un autre élément chimique. Voici alors définitivement comment s'écrit l'équation de la réaction qui accompagne le mode bêta+. Donc un noyau père, comme d'habitude, donne un noyau fils dont le nombre de
proton, il diminue de 1, et plus la particule émise qui n'est autre que le positron. Vous allez me dire, comme d'habitude, d'où provient le positron? Il provient du noyau. Bon, ça c'est indirect étant donné que dans le noyau, donc il n'y a que des protons et des neutrons. Donc on devrait être capable, cette fois-ci encore, d'expliquer l'origine de ce positron. Tout d'abord, on passe à un certain exemple, puis donc on va revenir donc au positron. Alors, vous avez ici une désintégration de type bêta+, qui concerne un noyau de protactinium, de symbole Pa. Dans Z, il vaut 91, et dans A, vaut 230. Donc, le nombre de protons, ça fait 130 plus 9, 139. Donc, il y a 139 neutrons. Ce noyau-là, alors ici, suite à une instabilité avancée, donc il va donner le noyau dont le nombre de charges, il vaut 90. Rappelez-vous que nous avons dit que le noyau fils va avoir un nombre de charges qui est dans le nombre de protons, c'est Z-1. Donc, au lieu d'avoir 91, on va avoir 90. 90, si on regarde la classification périodique des éléments chimiques, donc ça va concerner l'élément thorium. Donc, on reconnaît les éléments par leur Z et uniquement par leur Z. Donc, on va avoir un noyau de thorium. Donc, voici la composition du thorium, plus une particule qui émise. Cette particule-là n'est autre que le positron. Je mets en relief donc la transformation. Je vous laisse regarder donc le schéma. On peut encore agrandir. D'accord? Bien entendu, je tiens à vous faire la remarque qu'on peut parfois vous donner le noyau père, le noyau fils. En écrivant les lois de conservation, vous êtes capable de chercher le type de la particule émise et le type ou bien le mode de désintégration associé. Alors, l'origine de ce positron. Alors, cette désintégration-là, rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que la désintégration bêta- est due à un excès de neutrons. Là, je pense que plutôt, ça va être l'inverse. Je reprends donc l'équation de tout à l'heure. Donc là, vous avez le protactinium. Le protactinium donc, va donner le thorium dans le nombre de charges, il diminue. Donc, il va y avoir disparition d'un proton, puisque A reste la même. Le nombre de masse reste le même. Donc, forcément, alors ici, si le nombre de protons, il diminue, le nombre de neutrons, il va augmenter. Donc, dans cette transformation-là, il va y avoir l'inverse de la désintégration bêta-. Tout à l'heure, on a dit qu'un neutron s'est transformé en un proton. Cette fois-ci, c'est plutôt l'inverse. C'est un proton qui va se transformer en un neutron. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce noyau-là, il a un excès de protons. Et lorsqu'un noyau il a un excès de protons, ça le rend donc assez instable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Donc, il va se stabiliser davantage. Donc, dans ces conditions-là, un proton, il va partir. Donc, justement, voici l'explication. Un proton va partir, donc, il va se transformer en un neutron. La différence, donc, on va la voir ensemble. Donc, un proton donne un neutron. Voici les symboles, donc, associés. Puis, en écrivant les lois de conservation, nous remarquons là ici que 1 égale à 0 plus 1 et 1 est égal à 1 plus 0. Donc, vous retrouvez bien la particule émise. Donc, cette particule-là, qui n'est autre que le positron, provient de la transformation d'un proton en un neutron. Et on lit ici, la désintégration bêta+ se produit pour des nucléides instables, trop riches plutôt en protons. Elle résulte de la désintégration dans le noyau d'un proton qui se transforme en un neutron avec émission d'un positron. Et ça, on vient de le dire. Alors maintenant, je vais terminer pour cette séance avec les dangers de la radioactivité, parce qu'apparemment, la radioactivité est un phénomène très, très dangereux. Dans quel sens il est très dangereux? Donc, il y a beaucoup de dangers, mais le danger essentiel est le suivant. Nous avons donc schématisé le danger par cette illustration. Regardez bien. Donc là, vous avez le noyau d'hélium. Le noyau d'hélium est une particule un tout petit peu grande quand même par rapport aux autres, bien entendu. C'est relatif. Hein? Elle contient 2 protons et 2 neutrons. Un noyau d'hélium, lorsqu'il se propage dans la nature, c'est une particule extrêmement invisible, bien entendu. Elle est extrêmement petite, donc forcément, elle est invisible. Donc, elle n'a pas le pouvoir de passer à travers un papier. Donc, elle est arrêtée par un papier. Donc là, vous allez me dire que puisqu'elle ne peut pas passer à travers même un bout de papier, donc c'est une particule qui n'est pas très dangereuse. Je suis d'accord avec vous. Alors, par contre, maintenant, regardez bien le cas du positron ou bien le cas de l'électron. Positron ou bien positron. Hein. Le cas de ces 2 particules-là, donc ce sont des particules qui peuvent passer à travers une feuille de papier. Et là, ça commence à être assez dangereux. Mais elles sont arrêtées, ces particules-là, elles sont arrêtées par une plaque d'aluminium. Donc l'aluminium arrête
le rayonnement bêta- et bêta+, alors que le rayonnement gamma, regardez bien, il peut passer à travers une feuille de papier, il peut passer à travers une feuille d'aluminium, mais il est arrêté par une très très belle couche de béton armé. Donc, alors, imaginez bien qu'une personne se trouve donc entre ces deux corps-là, donc ça va être donc catastrophique. Donc le rayonnement donc, gamma est un rayonnement qui est pénétrant. Il pénètre donc ici dans le corps humain et il cause des maladies extrêmement particulière. Ainsi s'achève notre émission. J'espère que ce chapitre donc, vous a apporté beaucoup de renseignements. Donc, la prochaine fois, on essaiera de voir donc, la suite de ce chapitre, à savoir l'activité d'une substance radioactive et la loi de décroissance radioactive, avec bien entendu donc, quelques petites applications. Merci, au revoir.